Aujourd'hui, les hackers sont perçus comme des hors-la-loi de l'ère informatique. Ils traquent l'information, volent et propagent des virus. Ils véhiculent une image plus que négative. Mais leur objectif n'a pas toujours été de nuire à autrui. Ce hacker a déclenché une révolution informatique. Voici l'homme qui l'a inspiré. Et là, le hacker qui a suivi leurs traces et en a payé le prix. Ces trois rebelles de la technologie sont les pionniers du piratage informatique, au début assimilé à du bidouillage. Pour Steve Wozniak, le bidouillage repose principalement sur l'inventivité. On a changé quelque chose pour l'humanité avec ces minuscules ordinateurs. Pour John Draper, ce bidouillage informatique est surtout une histoire d'expérimentation. Bidouiller, c'est démonter quelque chose et le refaire en mieux. Pour réaliser quelque chose de différent, de plus intéressant. Salut Steve, comment ça va? Je suis content de te voir. Pour Kevin Mitnick, le piratage, c'est avant tout de la subversion. Il s'agit de découvrir des connaissances interdites, de faire des farces, d'essayer d'être plus malin que l'autre. C'est une sorte de défi intellectuel. Le terme hacker a deux significations en fait. Avant, ça voulait dire bidouiller des ordinateurs. C'était des gars qui passaient la nuit sur n'importe quelle machine qu'ils arrivaient à emprunter en essayant de mettre au point le programme parfait. Leurs histoires révèlent comment les hackers, qui étaient d'abord les héros de la révolution informatique, sont devenus des hors-la-loi dans le monde qu'ils ont créé. Hi. Where does this wire go? Well, you see, this is telephone wire. And it's going to run from your house to the big cable on top of that pole. On s'imagine que le piratage concerne essentiellement les ordinateurs, mais ça n'aurait pas été possible sans le réseau téléphonique, et c'est là que le piratage a commencé. En 1970, John Draper vient de terminer son service militaire. Il fait des études d'électronique lorsqu'un jour il découvre un univers secret. Tout commence par un appel téléphonique d'un homme appelé Denis qui promet de lui révéler les secrets d'une nouvelle mode, le freaking. Il a commencé à me parler des freakers. Je lui ai demandé, c'est quoi un freaker? Il m'a expliqué, on joue avec des téléphones. J'ai répondu, j'avais compris, mais qu'est-ce que vous faites avec? Il a dit, on décortique le système. J'ai demandé si on pouvait passer des appels gratuits. Il m'a proposé de passer le voir, il avait deux amis chez lui qui voulaient me parler. J'ai frappé à la porte. Son père a ouvert, j'ai dit que je venais voir Denis. Il m'a dit de le suivre. Il m'a amené à sa chambre, a ouvert la porte, il faisait tout noir là-dedans. J'ai demandé si on pouvait allumer la lumière. Denis a répondu, ils sont tous aveugles, ils n'ont pas besoin de lumière. On a commencé à discuter et j'ai dit, montre-moi comment vous faites pour passer des appels gratuits. Ça m'intéresse. On savait que c'était illégal, bien sûr. Je suppose que ça faisait partie du jeu. C'était des sensations fortes. Ce n'était pas juste pour arnaquer la compagnie téléphonique. C'était un défi technologique. À une époque où les appels longue distance sont un luxe, les freakers ont trouvé un moyen de les passer gratuitement. Les réseaux téléphoniques sont alors contrôlés par des tonalités. Les infiltrer est simple avec le bon matériel. Ils se présentent sous la forme d'un gadget gratuit contenu dans un paquet de céréales. Cet objet, c'est un sifflet Captain Crunch. Si on colmate ce trou là avec de la colle, ça correspond à 2600 Hz. Quand on siffle dedans au téléphone, ce son indique à l'autre côté que la ligne est libre et qu'on est prêt à passer un appel. Armés d'un sifflet Captain Crunch, les freakers peuvent prendre le contrôle des lignes téléphoniques n'importe où et n'importe quand. En fait, on allait par exemple à l'aéroport, on marchait en soufflant dans le sifflet à côté d'une rangée de téléphones publics. Et on déconnectait tous les appels. À l'époque où les appels passaient par des opérateurs, le freaking était impossible. Mais quand les standardistes ont été remplacés par des systèmes mécaniques, on a utilisé différents sons pour déclencher les commutateurs. Si vous pouviez reproduire la bonne tonalité, comme le freaker aveugle Joe Enegresia, vous pouviez passer des appels à travers le réseau en sifflant. Let's see if I make it this time. This is really hard to do. It sounded like all the tones were present, so the phone should be ringing about now.
Okay, it hit the phone. It just takes a little while. Il a même démontré son savoir-faire pour les médias locaux. From his one phone to a town in Illinois and back to his other phone, a 1,000-mile phone call by whistling. Joe Ingressia says he used to do these things because he is fascinated by the technology. Ce sont les précurseurs des hackers, les pères fondateurs. Pour les freakers, tels que Captain Crunch et Denis, le réseau téléphonique est un immense terrain de jeu technologique plein de sons et de commutateurs à explorer. 30 ans plus tard, ils se sont réunis pour revivre leurs exploits. Salut Denis. Salut. Allez, sors, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comment ça va, John? Quoi de neuf? Denis, si on allait s'échauffer un peu, faut que je teste mon nouveau boîtier. La règle d'or était de ne jamais pirater le réseau téléphonique de chez soi. Sinon, la compagnie de téléphone pouvait vous localiser. À l'époque où je traînais avec Denis, on montait dans un van et on roulait au hasard pour essayer de trouver le coin le plus isolé possible. On se planquait là, dans une cabine téléphonique, et on piratait la ligne. Une fois qu'ils savaient quelle tonalité contrôlait les commutateurs, les freakers pouvaient parcourir les lignes téléphoniques de centrale en centrale et de ville en ville. Mais il leur fallait des moyens plus efficaces de reproduire les tonalités. C'est là que les compétences mécaniques de John Draper entrent en jeu. Le freaking va devenir high-tech avec l'invention d'un gadget appelé Blue Box. Le premier truc que j'ai fait, c'est fabriquer la Blue Box. Le boîtier, on peut le trouver chez n'importe quel fabricant de composants électroniques. C'est un bon vieux boîtier standard. Le pavé à touche, je crois qu'on l'a déniché chez un ferrailleur. La Blue Box n'est rien d'autre qu'un appareil qui génère des tonalités. Elle génère une certaine série de tonalités et la compagnie de téléphone croit qu'elles viennent de leur propre matériel de commutation. Mais en réalité, elles viennent de vous. Ce sont les clés du royaume. Si je voulais un opérateur à New York, il me suffisait de taper étoile 1212 dièse et j'aurais été connecté à un opérateur à New York. Équipés d'une Blue Box, les freakers passent des appels dans le monde entier. Souvent rien que pour le plaisir d'entendre un message enregistré dans une langue étrangère. Ça me sidérait de voir que la compagnie de téléphone ait pu concevoir un système aussi simpliste. J'avais du mal à croire que ça puisse être si facile de l'infiltrer. KP182 dièse. Les schémas des numéros étaient vraiment curieux. Les données de la compagnie sont classées par niveau et je me suis infiltré dans les plus élevés. J'ai eu accès à des informations capitales. La technologie de la Blue Box est le Big Bang du freaking. Le réseau illégal s'étend et très vite, les freakers tiennent des réunions secrètes sur des lignes de conférence à l'intérieur du système. La plupart des gens parlaient de téléphone. La plupart parlaient des trucs habituels dont parlent les jeunes, les petites copines, les téléphones, etc. Ces conférences à l'époque, c'était un peu comme les chatrooms aujourd'hui. C'était un lieu social où je pouvais rencontrer des copains qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi. C'était un peu comme une société secrète. Mais la société secrète s'agrandit. When phone freaks have a convention, people don't give their right names, masks are given out at the door. Les seuls freakers qu'il y avait se livraient à leur activité avec une mentalité de vrais hackers. Et l'un des systèmes les plus complexes au monde à l'époque était le réseau téléphonique. Et pouvoir décoder tous ces secrets ouvrait les portes d'un monde de connaissances. There was a guy that called himself around the world, from the one payphone, around the world with a payphone beside him. He's like, hello, and there's a lag, and hello, how are you? I'm fine, you know? Et les freakers n'apprennent pas seulement à manipuler des commutateurs mécaniques. Ils développent aussi le don de manipuler les employés des compagnies de téléphone, un art qu'ils appellent l'ingénierie sociale. Dans l'aspect du freaking, qu'est l'ingénierie sociale,
c'est Denis l'expert. Il s'agit simplement d'entrer en contact avec des employés d'une compagnie de téléphone en leur faisant croire qu'on travaille pour elle aussi. Du bureau d'Alpine à du raccord, puis remettre le raccord en place. Il pouvait appeler la salle de commutateur et dire « Bonjour, ici Fresno. On a une erreur de traduction sur votre joncteur, là. Vous pouvez arrêter le joncteur numéro tant, me donner le numéro de code de ci, de ça, et puis aussi... » Et le gars s'exécutait. Quand les compagnies de téléphone se rendent compte de l'intrusion, elles décident tout de suite de sévir. Un certain nombre d'entre nous ont reçu plusieurs avertissements des agents spécialisés de la compagnie de téléphone, des gens qui travaillaient pour la sécurité. Les conférences des Freakers regorgent bientôt d'histoires sur des enquêtes menées par les agents des compagnies de téléphone, en particulier le célèbre Monsieur Duffy. L'un des rares agents spécialisés est venu me parler quelques fois. Il a aussi parlé à mon père, dans l'espoir que j'arrête de faire ça, bien sûr. On arrêtait pendant un certain temps et puis ça repartait. Ça nous amusait tellement, on s'y remettait. Monsieur Duffy va bientôt être détrôné par une menace bien plus grande, l'exposition médiatique nationale due à un journaliste de New York, Ron Rosenbaum. C'est comme si on entrait dans ce mouvement surréaliste des hors-la-loi de l'électronique. Ils envoyaient des messages sans utiliser les voies autorisées. Mais ils inventaient aussi la sensibilité propre aux hackers. Je crois que les Freakers répondaient à une sorte de paranoïa généralisée à propos des téléphones et de la communication. Je crois qu'à cause du mouvement contre la guerre et de la réaction du FBI face à ce dernier, tout le monde croyait que son téléphone était sur écoute. Le téléphone était devenu le point central d'une sorte de paranoïa généralisée sur l'intrusion du gouvernement dans nos vies, le non-respect de la vie privée, ce genre de choses. Rosenbaum réussit à localiser Denis et Joe Negressia, mais Captain Crunch reste insaisissable. Captain Crunch est l'un des grands personnages américains, un fantasme de super-héros de chez nous. Tous ceux qui avaient été interrogés par Ron Rosenbaum ont parlé de Captain Crunch. Alors je l'ai appelé et j'ai dit « Écoutez, on préférait que vous ne publiez pas cet article, parce que ce n'est vraiment pas une bonne idée. » Captain Crunch était très inquiet. Il me répétait « Quoi que vous fassiez, je ne veux pas que ces informations tombent aux mains de l'underground radical. » Il pensait que ça pourrait paralyser le réseau téléphonique américain et peut-être provoquer la capitulation des États-Unis devant l'Union soviétique sur le plan nucléaire. En octobre 1971, l'article de Ron Rosenbaum sur les Freakers paraît dans un célèbre magazine américain. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai lu l'article et je n'arrivais pas à y croire. Ça révélait tellement de choses, ça me semblait tellement irréel. J'ai tout de suite compris que le freaking tel que je le connaissais, c'était terminé. J'ai lu l'intégralité de l'article à Denis au téléphone et on a réuni tout le monde pour l'une de nos dernières conférences call. J'ai lu l'article à tout le monde parce qu'il n'y avait pas forcément accès et ils avaient du mal à y croire. Je leur ai dit, vous avez vraiment fait n'importe quoi. Vous n'auriez jamais dû laisser ce gars vous parler. Vous n'auriez pas dû lui donner toutes ces informations. Après la parution de l'article dans le magazine, tout le monde veut utiliser le freaking. Par la suite, ces parasites se sont multipliés. C'était surtout le fait de gruger qui leur plaisait. Et dans certains cas, l'idée de vandalisme, comme pour des ados. Je fais quelque chose de mal, c'est cool, hein? Mais dans d'autres cas, c'était pour l'argent. In our accelerated program to catch phone freaks, which is more successful all the time, we find that we detect people who are businessmen, we find private detectives, stockbrokers, automobile dealers. We've even found some members of organized crime. Les pionniers du freaking subissent le même violent retour de bâton que les fraudeurs. Des gens à Los Angeles se sont fait arrêter. Des gens à Seattle et à New York ont été interpellés. Des enquêtes ont été confiées aux chambres d'accusation.
Ils sont venus chez moi avec un mandat de perquisition et ils ont fouillé mon appartement. Comme j'étais moins impliqué là-dedans que certains, j'ai juste été condamné à 10 jours ferme et 3 ans avec sursis. Évidemment, tous ceux qui se sont fait arrêter avaient mon numéro. À cause de cet article, on a fait de moi le pilier du système. Les autorités ne laissent rien passer. La possession d'une Blue Box peut coûter jusqu'à 2 ans de prison. Il y a eu cette fois où, manque de chance, je me baladais avec. Je descends de la voiture, 3 voitures viennent me bloquer. Une devant la mienne, une derrière et une sur le côté. Un agent du FBI sort et m'attrape direct. Captain Crunch est inculpé par les fédéraux de fraude électronique. Il passera en tout 4 mois en prison. J'étais un vrai pirate, mais pour les téléphones. C'était moi le méchant. Le freaking est mort, mais pas enterré. Une révolution technologique mondiale est sur le point d'exploser. Et Captain Crunch sera là pour inspirer toute une nouvelle génération de hackers. Le piratage a commencé par une exploration du réseau téléphonique. Mais tout va changer avec l'invention de l'ordinateur personnel, ou PC, une révolution technologique inspirée par les hackers eux-mêmes. La clé de toute cette révolution est un jeune étudiant en école d'ingénieur du nom de Steve Wozniak, dont le monde a été chamboulé par la parution de l'article sur la technologie de la Blue Box. C'était l'article le plus extraordinaire que j'avais jamais lu. Ça parlait d'ingénieurs et de gens techniques comme moi qui trompaient les compagnies de téléphone et installaient des réseaux dont l'existence était inimaginable. Wozniak est tellement emballé par l'article qu'il se met à fabriquer sa propre Blue Box. Au début, j'installais des puces de ma propre conception sur une petite carte vide et j'y reliais des câbles en les soudant. Quand la Blue Box a été terminée, certaines tonalités étaient bonnes et d'autres pas. C'est là que j'ai eu besoin d'entrer en contact avec Captain Crunch. Après avoir été démasqué suite à la parution de l'article sur la Blue Box, John Draper fait profil bas. Il a même abandonné ses passages occasionnels à la radio pirate locale. Tout le monde disait que John Draper était Captain Crunch. On a appelé la station de radio pour demander que John Draper nous contacte. Ils ont dit qu'il avait disparu de la circulation après la parution de l'article. Là, on a su que c'était bien lui. 10 minutes plus tard, le téléphone sonne. Je me suis dit, oh là là, ça ne présage rien de bon. C'était lui. Il a dit qu'il venait à Berkeley et qu'il nous retrouverait à la résidence universitaire. J'avais l'impression d'amener le président des États-Unis chez moi. Je me suis embarqué là-dedans sans vraiment savoir ce qu'il se passait. Woz voulait que je lui montre comment utiliser la Blue Box. Il venait d'en fabriquer une. Je m'étais imaginé un gars du style rusé, charmeur, et quand il a frappé à ma porte, il ne correspondait pas vraiment à l'image que je m'en étais fait. Il m'a dit, c'est moi, Captain Crunch. Je leur ai dit, écoutez les gars, je le sens pas des masses là. Woz a répondu, t'inquiète pas, t'inquiète pas. J'avais l'impression d'être un héros. Je me suis dit que ça devrait aller, parce que j'étais dans une résidence universitaire et que ce serait difficile de localiser la personne qui allait passer l'appel. Woz a demandé si on pouvait appeler le pape. J'ai répondu, je pense que oui. J'ai pris le numéro du Vatican, on a appelé avec la Blue Box et on a demandé à parler au pape. On nous a dit qu'il ne pouvait pas répondre actuellement. Il était 4 heures du matin là-bas. Ce soir-là, j'ai commencé à apprendre des codes grâce à John Draper et d'autres, et aussi des techniques à utiliser. J'ai appris à manipuler les opérateurs. Je me suis entraîné de mon côté les semaines suivantes pour voir ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire. Je crois que j'avais un peu peur de me faire attraper. Quelques semaines plus tard, la voiture de Wozniak tombe en panne. Il est avec un ami, Steve Jobs, et heureusement, ils ont leur Blue Box avec eux. On s'est dit qu'on allait essayer d'appeler nos copains à Berkeley pour leur demander de venir nous chercher. Steve a passé l'appel avec la Blue Box, il a eu l'opératrice en ligne, il a eu peur et a raccroché. Il a rappelé, a eu l'opératrice en ligne et a raccroché de nouveau. Et là, un policier est arrivé. Il était dans la cabine téléphonique avec un boîtier à la main. La tuile. Le policier a dû nous prendre pour des toxicos parce que j'avais les cheveux longs. Steve a réussi à me passer la Blue Box que j'ai mise dans la poche de mon manteau. Le policier a demandé ce que c'était. Quand on appuyait sur les boutons, il en sortait différentes mélodies. J'ai dit que c'était un synthétiseur électronique. Le policier a dit « on dirait qu'il joue un peu faux ». Il a demandé à quoi servait le bouton orange, celui qui sert à prendre le contrôle sur les lignes téléphoniques. Steve a répondu « c'est pour le calibrage ». Le policier a dit « qu'est-ce qui a besoin d'être calibré ?» Il y avait de quoi avoir peur. On savait qu'on s'était fait attraper. Ils nous ont fait monter dans la voiture, les 2 policiers étaient à l'avant, Steve et moi à l'arrière, et celui sur le siège passager s'est retourné. Le policier a rendu la Blue Box à Woz en lui disant « un gars du nom de Moog l'a fait avant vous. Le synthétiseur Moog ». Tandis que Steve Wozniak et Captain Crunch jouent avec des téléphones, les grands des sociétés de Silicon Valley font des progrès remarquables dans la technologie informatique.
Mais au début des années 70, les ordinateurs ne sont encore que d'énormes machines impersonnelles au service d'énormes sociétés impersonnelles. Au début, les ordinateurs étaient utilisés pour déchiffrer des codes, suivre des missiles, des applications utilisées par l'armée. C'est véritablement l'origine de l'ordinateur moderne. Puis on est passé aux grosses applications plus complexes de bases de données pour les entreprises. Les ordinateurs étaient considérés comme des objets qu'il ne fallait jamais toucher. Il ne fallait même pas être dans la même pièce qu'un ordinateur. Il fallait garder ses distances tout en ayant beaucoup de respect pour ceux qui savaient s'en servir. Mais le respect n'est pas toujours de mise. À la fin des années 60, même les ingénieurs en informatique ont une contre-culture. Ils appellent ça le bidouillage. C'est une approche radicale de l'informatique. Les objectifs pratiques passent après ce que les hackers appellent le plaisir fou de l'exploration, un sentiment familier pour les freakers. Le freaking, ça consistait à apprendre à utiliser une technologie, à la cerner, l'utiliser et la développer d'une certaine manière qui, en général, n'était pas accessible au grand public. De la même façon, le piratage informatique consiste à repousser les limites, apprendre à utiliser les ordinateurs et leur faire des choses que les gens considéraient comme infaisables. Pour se faire plaisir, les hackers doivent mettre la main sur des ordinateurs, ce qui à l'époque est plus facile à dire qu'à faire. Ma première année d'université, j'avais dit à mon père, « Un jour, j'aurai un ordinateur Nova de 4 kilooctets. » Il a répondu, « Steve, c'est le prix d'une maison. » J'ai dit, « Je vivrai en appartement, mais un jour, j'aurai un ordinateur. » À l'époque où les ordinateurs étaient d'énormes calculatrices dont le développement coûtait 4 milliards d'euros, l'idée d'avoir son propre ordinateur, un PC, était inconcevable. Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir son propre ordinateur? C'est ridicule. C'est comme posséder sa propre bombe atomique ou quelque chose comme ça. La bombe arrive sous la forme d'une nouvelle machine, l'Altair 8800. Un article est paru dans une revue technique pour présenter l'Altair, un ordinateur en kit qu'on pouvait construire soi-même. Dans la région de la baie de San Francisco, certains étaient tellement emballés qu'ils ont décidé de former un club avant même que les pièces soient expédiées, juste pour en parler et partager les informations. Ils l'ont appelé le Homebrew Computer Club. Finalement, 30 personnes se sont retrouvées dans un garage un soir de mars 1975 pour jeter un coup d'œil à cette machine. Parmi ces personnes, Steve Wozniak. Cette grosse machine contenait un réseau qui allait finir par le fasciner encore davantage que le réseau téléphonique. On était assis dans ce garage avec la porte ouverte. Dehors, il faisait nuit et il pleuvait. Et on s'est tous mis à parler de ces ordinateurs qui arrivaient dans le monde entier. L'Altair en tant que machine était un mystère. Une fois monté, quand on appuyait sur les boutons pour le démarrer, on se disait « C'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ?» Pour commencer, on a écrit un programme pour lui faire jouer la chanson Décibel. 15 ans auparavant, des ingénieurs en informatique avaient réussi la même chose avec une machine de la taille d'une maison. Là, les hackers le font pour eux sur un ordinateur en kit fait maison. Dès cette première réunion, j'ai tellement accroché que tous les 15 jours, c'était le truc qui comptait le plus dans ma vie. Le garage devient rapidement trop petit pour le Homebrew Club. Le bidouillage informatique devient populaire. Quelqu'un se levait pour dire « J'ai ce problème-là. Quelqu'un sait comment le résoudre ?» Ou bien « Vous savez, ce problème dont on a parlé dans le club il y a 15 jours, j'ai trouvé une solution. » L'échange d'informations était absolument phénoménal. Je passais des séries de schémas à tous ceux du club qui en voulaient. J'ai fait des tonnes de photocopies parce que j'étais plutôt fier qu'ils puissent voir mon travail. Lee Felsenstein, qui est devenu le président du club, l'a consciemment défini comme un repère de hackers avec un partage total d'informations. Ça n'attirait pas les gens des classes sociales supérieures qui avaient réussi professionnellement, les hommes d'affaires ou les véritables ingénieurs. Le véritable ingénieur se serait heurté au sentiment de devoir décrocher la permission de faire ce que personne n'avait encore jamais fait. Nous, on était là parce qu'on savait qu'on n'avait pas besoin d'autorisation. Les hackers se préparent à accomplir l'impossible, construire leurs propres ordinateurs. On était attirés par le fait qu'on pouvait enfin disposer d'une technologie informatique qu'on pouvait maîtriser.
Chaque fois que quelqu'un a amené un ordinateur au club, immédiatement les gens se ruaient dessus pour le démonter pour voir comment ça marchait. Ils harcelaient le concepteur avec des tonnes de questions. Comment ça marche? Pourquoi cette broche est reliée à celle-là? C'est quoi comme type de bus? Poussés par leur fascination pour l'exploration de la technologie, les hackers ne s'intéressent pas vraiment à ce que peuvent réellement accomplir leurs ordinateurs. Personne n'avait de raison concrète de vouloir posséder un PC. Certains inventaient des prétextes, du style faire ses comptes, compiler des recettes de cuisine, gérer des appareils dans la maison. Mais personne ne faisait jamais ça. C'est la culpabilité liée aux fonctions. Est-ce qu'on demande à quelqu'un « Qu'est-ce que tu peux faire avec ton train électrique ?» Non. On joue avec, on s'amuse. C'est marrant de regarder le mécanisme, d'expérimenter des trucs. Mais l'expérimentation a entraîné de réelles avancées. J'ai commencé à réfléchir et j'ai trouvé une petite combine plutôt futée. Si je prenais juste un bit de données et que j'effectuais un décalage circulaire, et si je réussissais à conserver un rythme régulier, l'affichage se ferait sous forme de couleurs sur un écran télé. Je suis convaincu que tous les éléments vraiment importants qu'on a aujourd'hui sur nos ordinateurs ont pour origine les hackers. Les membres du Homebrew Club font faire des choses incroyables aux ordinateurs. Ils leur font jouer de la musique, ils créent des jeux, des graphismes et des programmes de dessin. Au Homebrew Club, c'est l'apogée du bidouillage. Steve Wozniak travaille à sa création jour et nuit dans son garage, un ordinateur parfait. Je crois que Woz peut être considéré comme le plus grand hacker de tous les temps. Il pouvait concevoir le matériel, concevoir les logiciels à partir d'une feuille de papier et d'un crayon, et les faire fonctionner. Si quelqu'un regardait mes circuits, il commençait à se dire « Ce gars ne conçoit pas d'éléments simples comme on nous l'apprend. » Il voyait des choses que les autres ne voient pas et reliait des choses entre elles là où les autres ne pouvaient pas. Ce que j'aime chez les hackers, c'est qu'ils ont une façon différente, peut-être plus efficace, d'appréhender le monde pour faire ce genre de lien. Les hackers font des expériences avec tout le matériel ou les logiciels sur lesquels ils peuvent mettre la main, même si ce n'est pas à eux. Mais tout le monde n'a pas l'esprit partageur. En 1976, le Homebrew Club reçoit une lettre virulente d'un autre pionnier de l'informatique. Dans ce qui est devenu un moment clé de l'histoire de l'industrie informatique, Bill Gates a écrit une lettre exprimant sa colère aux membres du club. Ça voulait dire « J'ai travaillé là-dessus, vous ne pouvez pas le distribuer, ce n'est pas gratuit, ça représente du travail. » La lettre de Bill Gates présage des temps à venir. Les PC vont devenir une affaire florissante, comme le découvre Steve Wozniak. Ce qu'il a inventé dans son garage devient le premier ordinateur Apple. Quand il a inventé l'Apple I, il se fichait totalement d'inventer un produit. Il voulait juste un ordinateur qui fonctionnerait comme il le souhaitait, qui disposerait de toutes les particularités et toutes les caractéristiques conceptuelles qu'un amateur d'informatique aimerait avoir. Steve Jobs, son ami de fac, qui ne concevait ni matériel ni logiciel, lui a dit « Tu sais quoi ? On pourrait essayer de les vendre. » Et Woz a dit « Ouais, cool !» La nouvelle société de Wozniak et Jobs donne rapidement suite à l'Apple I, avec l'Apple II. L'ordinateur pour s'amuser de Woz devient le produit commercial le plus en vogue du moment. L'Apple II présente pour la première fois un ordinateur contenu dans un boîtier en plastique, comme une chaîne hi-fi ou un poste radio. On le ramène chez soi, on l'allume et ça marche. En assemblant les premiers Apple à la main dans la chambre de Woz, l'entreprise était risquée. Mais chez Apple, le bilan dit rapidement tout autre chose. Steve m'a appelé et m'a dit « Tu sais quoi ? J'ai une commande d'un montant de 30 000 €. On avait mis chacun quelques centaines d'euros en se demandant si on allait récupérer notre argent. Et il me dit qu'il a une commande à 30 000 €. Ça a tout chamboulé. 1982. Les ventes d'Apple rapportent déjà plus de 350 millions d'euros annuels. Mais le piratage et les affaires ne sont pas compatibles. Les jours du Homebrew Computer Club sont comptés. J'ai encore dû aller à quelques réunions du club, mais c'est devenu de moins en moins important dans ma vie. Le plus important, ça devenait Apple Computer, la société. Je devais consacrer mon énergie à plein temps à des choses qui allaient dans les produits vendus.
Avec des sociétés comme Apple en train de se former et de devenir des affaires sérieuses, on a commencé à garder certaines choses secrètes. On ne pouvait pas divulguer à des membres du Homebrew Computer Club ses plans de production ou le projet sur lequel on travaillait. Il pouvait y avoir des concurrents qui auraient dit « Apple est en train de faire ça, montons un projet similaire ». Je crois que ça a mené à la fin du Homebrew Computer Club. Le Homebrew Computer Club se réunit une dernière fois en 1986. Il laisse derrière lui non seulement Apple, mais 23 autres sociétés informatiques fondées par ses membres. Les hackers peuvent prétendre avoir créé le monde moderne, mais c'est un monde dans lequel ils ne seront plus les bienvenus. Le 15 février 1995, une chasse à l'homme ayant duré 2 ans prend fin quand des agents armés du FBI localisent un criminel recherché dans un immeuble en Caroline du Nord. Le piratage informatique est sur le point de devenir un métier hors la loi. FBI, ouvrez la porte. J'ai un mandat d'arrestation. Vers 1h30 du matin, on a frappé à ma porte. Je n'ai même pas regardé l'heure à ce moment-là. Si j'avais su quelle heure il était, je n'aurais même pas répondu. J'ai demandé qui c'était et ils m'ont dit FBI. Le FBI vient arrêter Kevin Mitnick, un hacker de 32 ans, devenu l'ennemi public numéro 1, suite à ses intrusions dans les ordinateurs des autres. Kevin était pour ainsi dire au mauvais endroit au mauvais moment, pour de nombreuses raisons. Internet était en train de décoller. Les enjeux étaient plus importants à l'époque. Et je crois que pour les médias et une partie du gouvernement, Mitnick faisait un excellent bouc émissaire. C'était l'homme à abattre. 20 ans avant l'arrestation de Mitnick, les hackers avaient enclenché la révolution informatique. Les membres du Homebrew Computer Club avaient arraché le contrôle des ordinateurs aux grandes sociétés et en avaient fait profiter Monsieur Tout-le-Monde. Kevin Mitnick est un produit de cette révolution. Quand j'étais au lycée, tout le monde ne pensait qu'à faire la fête, fumer des joints, boire. Moi, c'était pas mon truc. Je ne sortais pas beaucoup, je sais pas trop pourquoi. J'avais des hobbies qui étaient plutôt solitaires. Pour la génération de Mitnick, il y a un nouveau terrain de jeu électronique à explorer. Les grandes sociétés et les agences gouvernementales commencent à relier leurs ordinateurs. Le réseau téléphonique offre une voie détournée pour accéder à ces réseaux attrayants. C'était comme si le réseau représentait l'univers, comme dans Star Trek. Il s'agissait d'aller là où personne n'était encore jamais allé. Le réseau informatique, le réseau téléphonique, aller là où aucun hacker n'était encore allé. Il ne possédait pas son propre ordinateur. Il s'est mis au piratage dans des magasins d'électronique. Il se servait des modems dans leurs ordinateurs pour pénétrer dans des ordinateurs situés ailleurs. La nouvelle génération de hackers tire son inspiration des hors-la-loi de l'électronique d'une ère passée, comme le phreaker Captain Crunch. C'était quelqu'un que j'admirais pour son intelligence, pour ses capacités et ses connaissances du réseau téléphonique. Comme les phreakers, Mitnick déploie différentes compétences pour accomplir ses opérations de piratage. Tout aussi important que le savoir-faire technique, l'ingénierie sociale, autrement dit la capacité de soutirer des informations par la ruse à des employés ne se doutant de rien. Mais Mitnick va aller encore plus loin. À 17 ans, avec des amis, il réussit à bluffer le gardien pour entrer dans le central d'un opérateur téléphonique et voler d'importants manuels techniques. C'était comme se retrouver dans un magasin de bonbons. On voulait lire tous les manuels pour comprendre comment marchait ce système. Le délit lui vaudra une première condamnation de 3 mois de prison ferme et 1 an avec sursis. La compagnie de téléphone était contrariée parce que quelqu'un avait eu le culot de faire ça en déjouant leurs procédures de sécurité, qui se sont révélées inefficaces. L'arrestation de Mitnick annonce la tendance pour l'avenir. Kevin a continué à avoir des ennuis. Il possédait cette capacité vraiment remarquable à se faire arrêter en permanence. Mitnick n'est pas le seul à avoir des ennuis. NASA officials in Huntsville realized in late June unauthorized people had recently and repeatedly penetrated a computer at Marshall Space Flight Center. They were smart enough to, in effect, erase the log-in, log-out file. The hackers, as they call themselves, were not only smart, they were arrogant. They left messages on the computer, such as, "You can't catch me." C'est pratiquement quelque chose d'inné. Je crois que certaines personnes sont programmées pour être des hackers et d'autres pas.
On peut le voir chez les enfants. Certains s'intéressent aux ordinateurs et disent qu'ils ont enfin trouvé un moyen d'exprimer une certaine partie d'eux-mêmes. The phone taps led the FBI to the homes of 4 teenagers, all of whom attend an exclusive high school. That's where Michael Strickland says he got the NASA computer number. And it was listed on the list as a regular Huntsville modem number, which was obviously a mistake, but I just decided to give it a call. The term hacking. L'expression piratage informatique a commencé à subir l'influence négative de gens qui ne possédaient pas l'esprit hacker et procédaient à des intrusions. Comme ces adolescents qui réussissaient à voler des mots de passe ou à exploiter les failles du système pour s'introduire dans d'autres ordinateurs. Mais c'est un film à Hollywood qui va transformer l'irritation en panique. Tout d'un coup, il y a eu ce film qui est devenu numéro 1 du box-office, War Games. Il faisait l'éloge de la capacité à utiliser les ordinateurs à pénétrer dans ces systèmes très puissants, allant presque jusqu'à déclencher une troisième guerre mondiale. Le mot hacker a immédiatement pris une nouvelle signification. Un hacker, c'était désormais un adolescent boutonneux qui était suffisamment calé pour s'attaquer au réseau informatique d'une énorme organisation militaire. Ce qui était excitant, c'était de se trouver à un endroit où on n'aurait pas dû être en essayant de ne pas se faire repérer. Il s'agit de découvrir des connaissances interdites, de tendre des pièges, de se montrer plus malin que l'autre. C'est une sorte de défi intellectuel. Il s'agit de contourner certaines mesures de sécurité informatique. Et c'est aussi une fuite en quelque sorte. Tandis que le réseau informatique s'étend, la passion de Mitnick pour l'exploration s'accroît. Il en vient même à délaisser sa femme et à prendre une chambre dans un hôtel pour se livrer au piratage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après l'apparition d'Internet, le domaine à explorer n'a plus de limites. À l'époque, Internet était difficile à sécuriser parce que le réseau était vraiment conçu pour faire circuler toutes ces informations sans aucune entrave. Il était bâti sur des principes ouverts. On ne pouvait pas posséder les IP, protocoles Internet sur lesquels était basé le réseau, donc tout le monde pouvait les utiliser. Mais les temps changent vite. Le piratage n'en est plus à ses balbutiements. Internet se prépare à devenir un outil professionnel. Les hackers ne sont plus les bienvenus. À la fin des années 70 et au début des années 80, on encourageait le piratage. C'était le truc cool à faire. On ne considérait pas ça comme un crime, mais comme un hobby sympa consistant à faire des farces. La société changeait autour de moi, mais j'étais tellement obnubilé par le freaking et le piratage informatique, en vrai passionné, que j'ai complètement zappé le fait que la société autour de moi était en train d'évoluer. Les exploits de hackers comme Mitnick deviennent un problème pour les forces de l'ordre. Les choses ont changé. Ce n'est plus le monde du Homebrew Computer Club. Le piratage informatique devient la préoccupation du FBI. Et la cybercriminalité commençait à occuper le devant de la scène. Les ordinateurs reliés à Internet s'étant généralisés, nous recevions un nombre de plaintes bien plus important. C'est un nouveau genre de criminalité. Ici, pas de vitres cassées ou de voitures volées et les coupables ne laissent pas d'empreintes. Il fallait réussir à suivre non seulement la nouvelle technologie, mais aussi les techniques novatrices des auteurs des faits. Mitnick ne se laisse pas intimider et choisit des cibles toujours plus influentes. En 1988, il pirate le réseau d'un géant des sociétés informatiques et copie des détails d'un logiciel top secret. Très vite, le FBI est à ses trousses. Nous avons ouvert une enquête sur le vol d'un logiciel de développement de systèmes d'exploitation dont Mitnick a réussi à s'emparer. Il a été arrêté en 1988, appelé des coupables l'année suivante et par conséquent a été condamné à une peine de réclusion dans une prison fédérale. La société informatique concernée affirme que le hacker du côté obscur a provoqué des dégâts d'une valeur de 3,5 millions d'euros. Durant son procès, Mitnick se rend compte à quel point le monde a peur des hackers. Le procureur fédéral est entré dans le tribunal et a dit à un magistrat fédéral que si M. Mitnick s'approchait d'un téléphone dans la prison pouvant être utilisé par les détenus pour passer des appels en PCV, il pourrait déclencher une guerre nucléaire. Assis dans le tribunal, je me demandais si le juge pouvait être stupide à ce point-là. Le juge a cru en grande partie aux nombreuses exagérations dans le dossier et l'a placé en isolement. Ils m'ont mis en isolement pendant 8 mois parce qu'ils avaient peur que je déclenche une guerre nucléaire à partir d'un téléphone public. Je crois qu'il avait le droit de passer seulement 1 heure par jour maximum hors de sa cellule, et enchaîné en plus. Mitnick a très mal vécu tout ça. En 1989, après 1 an de prison, Mitnick est placé en liberté surveillée.
Il a l'ordre d'effectuer une cure de désintoxication pour ce que le juge a appelé sa dépendance à l'informatique. Finalement, il est autorisé à rentrer chez son père, mais il fait l'objet d'une surveillance. L'opérateur téléphonique avait mis sur écoute les 3 lignes téléphoniques dans l'appartement de mon père. J'ai voulu découvrir qui était derrière tout ça et pourquoi. J'ai trouvé qui étaient les enquêteurs de la compagnie de téléphone qui avait installé ce matériel. J'ai moi aussi commencé à recueillir des renseignements. Et comment on recueille des renseignements? En interceptant les communications. J'ai réussi à récupérer les mots de passe de leur système de messagerie vocale, comme le répondeur que les gens ont chez eux. J'écoutais les messages en essayant de récupérer toute information me concernant s'ils parlaient de moi. Le gouvernement a considéré qu'il s'agissait d'une intrusion dans un système informatique. Ils ont établi un mandat parce que j'avais enfreint les règles de ma liberté conditionnelle. Ça m'a tellement énervé que je leur ai dit « Attrapez-moi si vous pouvez ». Quand le FBI vient arrêter Mitnick en 1992, il a disparu. Il a pris la fuite parce qu'il ne faisait confiance ni au gouvernement ni au FBI. Il pensait que s'il leur parlait, il le remettrait en prison et il se retrouverait directement en isolement. Il était prêt à tout pour ne pas retourner dans cette cellule. Ça a été une véritable aventure. J'ai débarqué dans une autre ville. Je suis d'abord allé à l'hôtel. Après, je me suis trouvé un appartement. J'ai trouvé un emploi dans un cabinet d'avocat et j'ai recommencé à zéro. Bien sûr, il a fallu me construire un passé. Je l'ai fait moi-même en me construisant de fausses références, une fausse identité, pour pouvoir subvenir à mes besoins. En fait, j'ai téléchargé toutes les coordonnées de ceux qui avaient obtenu un diplôme en informatique, et puis j'ai cherché un nom qui me plaisait. Et là, j'ai vu ce nom, Eric Weiss. Je savais que c'était le véritable nom du célèbre prestidigitateur Harry Houdini. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocats de Denver pendant un peu plus d'1 an sous le nom d'Eric Weiss. Et ce qui a causé ma perte, c'est que j'ai pu continuer à m'adonner à mon hobby, le hacking. Mitnick pouvait s'introduire dans un système en appelant des gens de son portable pendant qu'il rentrait chez lui à pied. Il obtenait des informations auprès de directeurs, de secrétaires et même de cadres en les manipulant. Kevin s'attaquait systématiquement aux ordinateurs de quelques-uns des plus grands fabricants de téléphonie portable au monde pour leur voler leur code source. Mitnick pirate désormais dans un but, garder un peu d'avance sur la police. En piratant des sociétés de téléphonie mobile et en copiant les codes sources de leur téléphone, il peut passer des appels impossibles à localiser. Il a réussi à nous échapper parce qu'il connaissait suffisamment bien les réseaux téléphoniques et informatiques pour savoir ce qu'on pouvait découvrir sur ce qu'il faisait et combien de temps ça nous prendrait. Il a vraiment bien exploité les systèmes. Il n'a jamais eu d'idéal, de réel objectif autre que celui de continuer à pirater et de conserver son avance sur le FBI. La réputation de Mitnick grandit rapidement. Durant l'été 1994, l'incapacité du FBI à attraper le pirate d'Internet fait la une, grâce au journaliste John Markoff. C'était simplement une bonne histoire, celle d'un homme qui a déjà été arrêté et qui a réussi à utiliser ses compétences pour esquiver les forces de l'ordre. C'est une histoire intéressante. Il a créé le mythe Kevin Mitnick, le gangster du cyberespace. Je crois qu'il y a eu plus de 60 allégations de sources inconnues présentées comme véridiques. J'aurais piraté le système du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, créé de faux communiqués dans une grande banque ou mis le FBI sur écoute. Le portrait de Mitnick, dressé par Markoff, exploite les peurs grandissantes des entreprises et du grand public qui commencent tout juste à s'habituer à l'idée d'une vie en ligne. C'était l'époque où l'on parlait beaucoup d'Internet. Le web faisait son apparition et les gens disaient « je peux me servir de ça dans ma vie quotidienne et ma vie professionnelle ». Et si je dois m'en servir dans mon métier, il faut être certain que c'est bien sécurisé. Lorsqu'il s'agit de millions d'euros, les informations sur les clients ou la société ne doivent pas être accessibles à tout le monde sur Internet. Il faut s'assurer que seules les personnes autorisées vont en prendre connaissance. Chacun d'entre nous compte sur l'informatique au quotidien. Les transports, les banques, Wall Street. On est en contact avec un ordinateur dans tout ce qu'on fait. Quand on décroche le téléphone, derrière, c'est un système informatique.
Et les gens qui ne connaissent pas bien cette technologie prennent ça pour une chose mystique, magique, que cet homme, l'ennemi public numéro 1, peut manipuler pour finalement planter tout le système. Quand le FBI rattrape enfin l'ennemi public numéro 1, il vit en Caroline du Nord sous le pseudonyme de Tom Case. FBI, ouvrez la porte. J'ai un mandat d'arrestation. Vous vous trompez de personne. Vérifiez la boîte aux lettres en bas. Je me suis rué sur le téléphone pour dire à ma famille où j'étais, parce qu'ils ignoraient que j'étais en Californie du Nord. J'ai contacté mon avocat et je lui ai dit que le FBI était à ma porte. J'ai fini par entrouvrir la porte pour demander « Qui êtes-vous » Et là, ils ont poussé la porte pour entrer et ils m'ont demandé « Vous êtes Kevin Mitnick ?» J'ai répondu non. J'ai dit « Je m'appelle Tom Case. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous ne vérifiez pas les boîtes aux lettres avant de faire irruption chez les gens ?» J'ai joué le type innocent en colère. Je leur ai demandé s'ils avaient un mandat de perquisition. Ils ont dit « Oui, si vous êtes Kevin Mitnick. » J'ai dit « Non, ce n'est pas moi. Où est votre mandat de perquisition ?» Et finalement, ils ont dit « On voudrait vous emmener au poste pour relever vos empreintes et voir si vous êtes bien Kevin Mitnick. » J'ai répondu « Ouais, d'accord, bien sûr. Donnez-moi votre carte et dites-moi à quelle heure vous voulez que je vienne demain matin, j'y serai. » Ils ont dit « Non, on va vous y emmener maintenant, pas plus tard. Allez, arrêtez-le, passez-lui les menottes. » Et ils m'ont arrêté. Mitnick retourne derrière les barreaux. Cette fois, il fait face à 25 poursuites pour piratage téléphonique et informatique. Le dossier est tellement complexe que Mitnick va passer 4 ans et demi en prison avant d'être jugé. Il a été jeté dans une prison du comté et passé à tabac. Beaucoup de choses ont été faites pour montrer à Kevin que le gouvernement ne reculerait devant rien. Les autorités lui ont fait comprendre qu'il pourrait être inculpé dans différentes juridictions et qu'il pourrait bien faire face à plusieurs procès. Il s'est écoulé beaucoup de temps avant qu'on puisse rassembler les preuves nécessaires contre lui. Le seul procès que Kevin Mitnick ait eu jusque-là, c'était dans les journaux et les médias. Mitnick est accusé d'avoir volé pour 65 millions d'euros de logiciels aux sociétés qu'il a piratées. Pour sa défense, il revendique l'éthique des hackers. La copie de logiciel, ce n'est pas du vol. Pour commettre un piratage informatique ou électronique, il faut priver quelqu'un de son argent ou de son bien. L'argent, il n'en était pas question dans mon cas. Quant au bien, depuis quand est-ce qu'on prive quelqu'un de son bien en faisant une copie? Est-ce qu'on l'en prive vraiment? C'est pas très clair. Le gouvernement n'a jamais déclaré et il n'a jamais été prouvé que j'avais l'intention d'utiliser ou de révéler ces informations. Les informations même, c'était ça mon trophée, la preuve du piratage. Mitnick est peut-être un héros populaire pour les hackers, mais d'autres ne voient pas les choses sous cet angle. Je crois que les règles du jeu avaient radicalement changé, tout comme le genre de justification morale qu'on pouvait donner au piratage. Dans un sens, cet esprit correspondait vraiment bien à un monde passé, et je crois que ce n'est plus possible de justifier ça de la même façon aujourd'hui. En 1999, Mitnick est condamné à 5 ans d'emprisonnement. Il a déjà purgé la plus grande partie de sa peine dans l'attente de son procès. C'est une peine plus sévère que celle purgée par de nombreux meurtriers. Mitnick sera placé en liberté surveillée au début de l'année 2000. Les conditions de ma liberté surveillée sont tellement strictes que si je touchais cet ordinateur, je serais probablement renvoyé dans une prison fédérale. Si Kevin Mitnick n'a plus le droit de toucher à un ordinateur, il peut encore retrouver ses héros, Captain Crunch et Steve Wozniak. Prétendre que les hackers sont une menace pour notre vie, notre sécurité, notre argent et tout le reste, c'est dramatisé. En fait, les gens ne comprennent pas les esprits curieux. Il y aura toujours une bande de petits malins, et plutôt calés en technologie, qui voudront aller au-delà du système visible pour savoir ce qu'on pourrait faire. Ces pionniers ont du mal à accepter le statut de hors-la-loi des hackers. Mais le monde a changé. Il ne reste plus que les bons souvenirs et les reliques de la bonne vieille époque. C'était il y a 30 ans, 40 ans, quelque chose comme ça. Ça te rappelle de vieux souvenirs? Oh oui, je n'échangerai pas la réussite d'Apple contre tout l'or du monde, mais cette année à Berkeley restera inoubliable. Et avant ça, il y a eu le sifflet de Captain Crunch.